Bonjour à tous. Hop, on attaque. Donc, durant cette présentation, je vais vous parler de data. Donc, elle va se terminer, je vais garder un petit peu de temps, donc je pense que jusqu'à 16 heures. Et donc, à la fin, je vais consacrer une dizaine de minutes pour faire une démo où, en partant de zéro, je vais monter une infrastructure qui va pouvoir encaisser encaisser 100 000 événements par seconde, si tout se passe bien. Voilà, donc avant ça, avant d'arriver à la démo, où finalement c'est du cloud, donc on ne voit pas grand-chose, donc je vais d'abord vous montrer à quel point c'est plus de la science-fiction. Ces infrastructures, non seulement c'est possible de les mettre en œuvre, mais il y a déjà des clients qui les mettent en œuvre. Voilà. Donc je me présente, Didier Girard, je suis VP Engineering chez Sphere. Je suis aussi Cloud Google Developer Expert. J'ai plein de passions, j'adore le web. J'en fais depuis des années et des années. Pendant beaucoup d'années, j'ai codé en Java. Depuis un certain temps, je code plutôt en Go. Ça fait à peu près 2 ans maintenant. Je pense que j'en ai déjà... Je pense pas que j'en ai parlé à cet événement-là, mais c'est un langage qui, je pense, est bien adapté pour faire du cloud. J'aime bien aussi ce qui est machine learning. Il se trouve que il y a pas mal d'années, j'ai fait une thèse en machine learning. Donc c'était avant qu'il y ait beaucoup de data et avant qu'on ait beaucoup de puissance de calcul. Mais du coup, j'aime bien aussi ce domaine de l'IT. Voilà, Sphere, rapidement, c'est un groupe de maintenant on est 300 développeurs sur 4 sites. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va laisser vite. Je vais démarrer par un préambule où je vais vous raconter quelques histoires vraies de cloud. Elles sont importantes, c'est des histoires de cette année. Et je pense qu'elles ont contribué, en tout cas moi je l'ai ressenti, à l'adoption de ces infrastructures et plus particulièrement de l'utilisation de ces infrastructures pour manipuler de la data. Je pense que la première de ces références, qui est une référence significative, au mois de février-mars, il y a Spotify qui a annoncé qu'ils arrêtaient d'utiliser leur propre infrastructure pour traiter leur data et qui basculaient sur l'infrastructure cloud de Google. Donc ça, c'est voilà, les volumes. Je vous ai mis aussi les volumes. Ça vous donne un petit peu une idée des volumes d'informations qu'ils doivent traiter chaque jour. Donc jusqu'à maintenant, ils faisaient ça sur leurs propres infras. Et puis ils se sont dit, c'est quoi notre métier? Est-ce que c'est gérer cette infra ou est-ce que c'est pas s'occuper d'autre chose et apporter plus de services autour de la musique? Et ils ont décidé de basculer sur une infra cloud. Donc ça représente 60 milliards d'événements par jour. Et puis, donc ça, c'est déjà le volume d'informations qu'ils ont à traiter. Et puis aussi, ils avaient une infrastructure qui était basée pour tout ce qui était la partie analytics, qui était basée sur de l'Hadoop Hive. Et en gros, ils ont basculé tout ça sur du BigQuery et ils ont obtenu des gains de performance très très importants. Voilà un premier exemple. Et donc pour vous donner une idée, je vous ferai quelques démos d'ailleurs là-dessus. Ils ont par exemple à un moment donné, il y a quelqu'un de chez eux qui devait analyser de la data. Donc il devait analyser 2,2 milliards de lignes dans une table, la compresser en à peu près 20 000 lignes. Et il lance sa query et il obtient le résultat en moins de 1 minute, ce qui est assez sympa. Donc on fera ça tout à l'heure, je vous ferai une démo, je vous ai préparé une démo où on va aller un petit peu plus loin, on va aller jouer avec 5 milliards de lignes, histoire de faire mieux qu'eux. Voilà. Autre exemple, c'est il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est septembre, c'est Evernote qui a annoncé le fait qu'ils basculaient sur aussi la cloud platform. Donc à nouveau, ils abandonnaient leur propre data center pour basculer sur des infrastructures cloud. Là, on parle de pétabytes d'informations qui basculent de solutions construites à la main sur des infrastructures qui sont hébergées par des tiers. Quelque chose qui est assez connu. Alors, je ne sais pas qui connaît Niantic. Un petit peu. Pokémon, tout le monde connaît là. Bon, l'infrastructure Pokémon Go, elle est hébergée, elle est containerisée et hébergée sur une infrastructure qui est hébergée par Google qui s'appelle Container Engine. On n'a pas les volumes, on ne sait pas combien de requêtes sont traitées par jour, ni combien de machines permettent il y a dans le cluster. On imagine que c'est plusieurs centaines, voire
peut-être plusieurs milliers. Et en tout cas, ça a permis très rapidement d'accueillir plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Ils ont scalé sur cette infrastructure en quelques semaines. Pour la petite histoire, quand Niantic est allé voir Google pour leur dire voilà, on va déployer dans une semaine, on va démarrer notre service sur la plateforme. Google leur a dit qu'est-ce que vous attendez comme trafic? Donc ils ont annoncé un chiffre. Google, pour un peu prévoir le coût, ils ont dit leur chiffre de rêve, là, on va le multiplier par 2, on va provisionner, on va réserver un certain nombre, 2 fois plus de serveurs qui souhaitaient, et en fait, ils ont fait x10. Imaginez que s'ils avaient fait ça sur leurs propres infras, simplement, Pokémon Go, ce serait mort, ça n'existerait plus parce qu'ils n'auraient jamais pu rendre le service. Le fait d'être sur une infrastructure qui est capable de scaler comme ça, ça leur a permis de pouvoir encaisser la montée en charge. C'est bien beau d'avoir des références américaines. En voici une qui nous touche plus particulièrement. Donc ça, c'est issu d'un article qui a été publié sur Les Échos au mois d'octobre. Donc c'est Airbus, Defence and Space, qui annonce qu'ils sont en train de manipuler de l'image satellite sur des infrastructures cloud. Donc c'est pas rien, parce que souvent, quand je parle de cloud, tout de suite on me dit oui, il y a des problèmes de data, de sécurité, de choses comme ça. Et on voit que ces grosses structures qui ont forcément des problématiques liées à de la sécurité, puisqu'on est quand même dans le domaine de la défense et de l'espace, commencent à envisager de proposer des services sur ces infrastructures-là. Donc moi j'ai participé à ce projet-là, c'est ce qu'on a basculé sur la plateforme cloud de Google, ce sont des images satellites. Ça représente vraiment des milliards d'images, pour vous donner un peu une idée, et puis des téraoctets d'informations. À un moment donné, on a appuyé sur un bouton, on a pris toutes ces images et ces milliards d'images, on les a basculées sur l'infrastructure pour faire du traitement. Entre autres, il y a plein de choses qui sont faites sur ces plateformes. Là, ce papier parlait d'une des choses qui est faite, qui est de la reconnaissance de nuages en fait, sur des images satellites. Comme ça, on se dit c'est très simple. Il faut savoir que jusqu'à il y a quelques mois, il n'y avait aucun algorithme qui était capable de faire de la différence dans des secteurs montagneux entre des sommets enneigés et des sommets sur lesquels il y a des nuages qui traînent en fait. Et puis en mettant en place des algos de machine learning et entre autres en utilisant une techno qui s'appelle TensorFlow, ils ont réussi il y a quelques mois à régler ce problème-là. Voilà, donc c'est vraiment donc Google, Airbus a même fait un communiqué de presse en disant on se lance sur le cloud et on a sélectionné le cloud de Google. Voilà. Ça c'était juste pour dire que le cloud c'est plus encore il y a quelques temps on se disait le cloud c'est quelque chose qu'on a du mal à voir, qui a du mal à arriver en France. Voilà des exemples concrets. Et pendant pas mal de temps, il y a des gens qui le pratiquaient mais qui ne communiquaient pas vraiment autour du cloud. Maintenant, les gens n'hésitent pas à dire oui, non seulement les gens l'utilisent, mais en plus, ils communiquent autour de ça. Deuxième préambule, je voulais vous parler un petit peu des différentes générations. Donc c'est peut-être un sujet qui est un petit peu polémique, mais on va dire dans la manière de louer de la ressource IT, il y a eu plusieurs générations. La première génération, c'était en gros, on louait des machines physiques qui plus ou moins nous appartenaient et on les colocalisait avec d'autres entreprises. Ça, c'était plutôt la première génération. Deuxième génération, c'est qu'il y avait plus vraiment on possédait plus vraiment les machines, mais ce qu'on fait, c'est encore ce qu'on fait encore souvent, c'est qu'on utilise des API pour provisionner des machines. Donc on ne possède plus la partie hard, et via des API, on provisionne des machines ou des services. Et puis la dernière génération qui est en train d'arriver, en fait, la notion d'instance, de machine, d'OS est en train de complètement être gommée. Et ce qu'on va utiliser, ce sont uniquement des services. Donc, voilà. Donc, on n'est pas dans le SaaS où on utilise quelque chose de fonctionnel. C'est des services qui nous intéressent, nous, en tant que développeurs. Donc, c'est des solutions verticalisées qui nous permettent de traiter des sujets. C'est ce qu'on, maintenant, sur l'année 2016, les gens ont commencé à mettre un mot autour de ça. C'est ce qu'on appelle le serverless. Ce dont je vais vous parler, c'est c'est quasiment que des solutions de type serverless, parce que quand on veut traiter de tels volumes d'informations, commencer à essayer de vouloir gérer ces serveurs à la main, c'est assez compliqué.
Et donc là, ce que commencent à proposer les cloud providers, c'est des solutions packagées. On a juste à se préoccuper de développer son service et de le déployer. Et dernier préambule, pour vous expliquer, c'est que tout ce qui est en train d'arriver, ça a une histoire. Et cette histoire, je vais vous la conter. Donc, elle a démarré par une série d'articles que Google a publiés dans les années, début des années 2000, 2002, 2004 et 2006. Donc, à cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on cherchait un document, enfin quand on codait un site web et qu'on diffusait après ce site web sur Internet, avant qu'il arrive dans l'index Google, il fallait au moins un mois, on va dire qu'il fallait un mois. En tout cas, c'était une unité de temps. Vous développiez votre page, votre nouveau site, puis après, au bout d'un mois, vous le voyez arriver. Il apparaissait dans Google, dans l'index Google. Vous faisiez un petit peu de tuning pour voir finalement, pour être mieux classé le coup d'après. Vous attendiez encore un mois, et puis voilà, comme ça, petit à petit, on progressait. Voilà. Et donc, Google a expliqué dans une série de papiers. D'abord, ils ont expliqué leur file system, GFS. Ensuite, MapReduce et derrière Bigtable. C'est comment est-ce qu'ils avaient mis ça en place. Donc, en gros, créer l'index de Google, c'était un énorme job MapReduce qui s'exécutait sur un data lake. Donc, première phase, il collectait toutes les pages d'Internet, il les stockait dans un data lake, et puis derrière, il déclenchait un énorme batch MapReduce, et puis il créait un index, et puis après, il recommençait, ils itéraient comme ça, en fait. Et donc, quand Google a eu fini de publier ces papiers, en fait, la communauté open source s'est dit, nous, on a envie d'imiter un peu ce que fait Google, et ça a été vraiment le démarrage de ce qu'on a appelé le big data, et entre autres d'un projet, c'est le projet Hadoop, qui a démarré en 2006, qui c'était l'objectif de ce projet Hadoop au départ, c'était de reproduire ce qu'il y avait en interne chez Google en termes d'infrastructure de type data lake. Pendant ce temps, pendant que la communauté open source et les autres acteurs développaient cette chaîne de type data lake autour du projet Hadoop, on s'est aperçu que quand on codait une nouvelle page web, elle arrivait au bout d'une semaine dans l'index Google. Puis après, c'était une journée. Et après, c'était 1 heure. Maintenant, c'est quelques minutes, en fait. Donc, ce qu'on pouvait sentir, c'est que Google était déjà en train de sortir de ce qu'on appelait le data lake pour arriver à une autre solution qui permettait d'avoir un traitement beaucoup plus rapide, beaucoup plus temps réel de l'information, en fait. Et donc, petit à petit, alors que nous, on commençait à s'intéresser au big data et à jouer avec Hadoop, HBase, etc., eux étaient déjà basés dans une autre sphère, et sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, ou sans bon jeu de mots, et commençaient à jouer avec d'autres technos en fait, qui leur permettaient de commencer à traiter de la data en temps réel. Donc ils ont publié plein de papiers depuis qui expliquent cette stack qu'ils sont en train d'utiliser chez eux. Donc premier papier, c'est Dremel. Dremel, ça explique qu'est-ce que c'est qu'un data warehouse, ou plutôt un cube, OLAP temps réel. Voilà. Si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on fait ça, je vais vous faire des démos, il y a un papier qui explique ça, qui s'appelle Dremel. Derrière, il y a d'autres papiers. Par exemple, la nouvelle génération de GFS, elle s'appelle Colossus. Ça permet de stocker des pétas d'informations à des coûts extrêmement réduits. Après, il y a eu Flume et MyWheel, par exemple, qui permettent d'expliquer comment est-ce qu'on fait pour travailler sur un stream de data. On verra ça plus tard. Et puis le dernier, c'est TensorFlow, qui a été publié récemment. C'est un produit open source qui permet de faire du machine learning. Je vais juste, donc là, ce dont je vais vous parler, c'est les produits qui sont disponibles dans l'écosystème Google et qui sont de type serverless. Donc en gros, vous allez produire votre code, le déployer, puis derrière, c'est Google qui va s'occuper de scaler pour encaisser les volumes et les trafics ce dont vous avez besoin, en fait. Donc voilà un petit peu. Alors pourquoi est-ce que je m'attarde principalement sur la stack de Google ? Google, c'est vraiment l'entreprise qui est sûrement le plus avancée dans le domaine du traitement de la donnée. C'est leur cœur de métier. Ils font ça depuis le départ. Leur métier, c'est de manipuler de la donnée et d'essayer d'en tirer un maximum d'informations. Ils ont énormément d'avance sur tout le monde. Et donc forcément, le cloud qui est en train de sortir bénéficie de toute cette avance. Et c'est actuellement la stack data la plus en avance qu'on a chez les cloud providers. Donc si vous avez envie de sentir ce qui est en train d'arriver, allez regarder ce qui se passe chez Google et vous pourrez commencer justement à jouer avec ces infrastructures. Premier des produits, donc, vous avez besoin de faire du Spark, en gros.
vous avez un job à exécuter, et vous voulez monter un cluster de 300 à 400 machines pour faire du traitement, par exemple du traitement d'images satellites. Ben voilà, vous avez dit, je veux monter mon cluster. Vous allez prendre par exemple un produit qui s'appelle Dataproc. C'est vraiment, pour monter ce cluster, c'est extrêmement simple. Vous dites, ben voilà, je veux 300 machines, vous appuyez sur un bouton, et au bout d'1 minute 30, vous avez un cluster Spark de 300 machines. Vous n'avez plus qu'à déposer vos jobs dessus pour qu'ils soient exécutés. Vraiment ultra simple, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'infra. Si bien sûr vous voulez customiser votre Spark, c'est aussi possible, et dire, ben moi, je ne sais pas cette version que je veux, c'est autre chose, ou vous avez toujours la possibilité d'aller sur ce système, d'aller un petit peu tuner. Deuxième produit, c'est Bigtable. Donc ça, c'est un produit qui m'a fait rêver, qui a fait rêver beaucoup de gens, puisqu'il y a eu ce papier qui est sorti en 2005 où Google expliquait comment ça fonctionnait. Et puis, pendant des années, on savait qu'il existait, mais personne ne pouvait l'utiliser. Et depuis quelques temps, depuis à peu près 1 an, Google nous donne accès à ce produit. Donc, on a le droit, nous aussi, de faire du Bigtable. Donc, il y a déjà des entreprises qui sont lancées dans l'aventure. Pour vous donner une idée, il y a une boîte américaine qui stocke toutes les enchères des cours de la bourse en Amérique. Donc, on parle de plusieurs milliards de paris par heure qui sont stockés dans Bigtable. Donc, ils louent des espaces Bigtable et ils streament tous les paris, toutes les enchères qu'il y a sur les marchés à l'intérieur de Bigtable. L'intérêt de ce système, à nouveau, on est dans un système qui est complètement managé, c'est que vous pouvez stocker des pétas d'informations et qu'aller récupérer une de ces informations, ça vous coûte au maximum 5 millisecondes. Quel que soit le volume d'informations que vous avez stocké et quel que soit le nombre de personnes ou de requêtes que vous avez qui essayent de tirer de l'information. Donc, si vous avez des gros volumes d'informations, on parle de milliards, et que vous avez envie d'avoir des bons temps de réponse, allez regarder du côté de ce produit-là. Il y a de fortes chances que ce produit ait un bel avenir dans tout ce qui va être IoT, puisque l'IoT, on s'attend à ce que ça génère énormément d'informations, des petits messages, mais en très gros volume. Une bonne manière de récolter toutes ces informations pour ne pas en perdre, typiquement, c'est d'aller dans un produit type Bigtable. Dans la même famille, on a un autre produit, pareil, qui est capable de stocker des pétas d'informations. C'est BigQuery. Je vous ferai des démonstrations de ce produit-là. À nouveau, on est dans du serverless. Vous n'avez pas du tout à vous préoccuper des machines. Vous montez vos données dans BigQuery. Et puis après, vous pouvez les requêter, en fait. C'est aussi simple que ça. On parle quand on parle de requêter, on parle de requêter sur des millions de lignes ou des méga octets de data, mais ça peut être aussi des gigas, des terras ou des pétas d'informations. C'est des réponses très rapides. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle de la BI temps réel. Pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé sur des projets dans lesquels on montait des data warehouses, et puis au-dessus de ces data warehouses, on créait des cubes pour pouvoir permettre la BI. Un produit comme BigQuery, en gros, dans ces phases projet, toute la création du cube, on n'en a plus besoin, en fait. On imagine un axe d'analyse du point de vue de la BI, on code la requête, on l'exécute et on a le résultat quasiment de manière instantanée. Donc on n'a pas à précalculer la nuit les différents axes de son cube, en fait. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs produits actuellement dans le domaine et aussi sur la plateforme Google. Autre produit, PubSub. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà joué avec des bus asynchrones dans lesquels on poste des messages et après on est capable de souscrire pour relire de l'information. Donc il y avait les technologies qu'on avait dans les années 2000 qui permettaient de faire ça. Il y a eu un mouvement autour de ça avec un produit qui est toujours en vie d'ailleurs, autour de Kafka. Donc qui connaît Kafka? Je pense qu'il y en a pas mal qui ont joué avec. PubSub, c'est un Kafka managé. Donc je vous ferai une démonstration. On va dans une console, on dit je veux un nouveau topic, on le crée. Et 1 minute après, on est capable de publier 1 million de messages par seconde sur ce bus, sachant qu'à partir du moment où il est publié, l'infrastructure va nous garantir que pendant 7 jours, il va être conservé tant qu'il n'est pas consommé. Donc, on n'a rien à faire, on n'a pas à s'occuper de gérer éventuellement des pics, de provisionner des disques, etc. Tout ça, ça va être directement géré par l'infrastructure. Stockage, donc l'infrastructure de stockage actuelle est basée au-dessus de Colossus. Donc c'est ce dont je vous parlais. Vous avez des milliards d'informations, des milliards de fichiers, et vous voulez avoir un endroit pour les stocker, c'est à des coûts imbattables, des performances imbattables. Vous avez ces systèmes de stockage-là qui sont disponibles. Donc pareil, en manager. Et puis dernier produit, c'est Dataflow. Donc c'est un peu le dernier produit qui est arrivé dans la chaîne de traitement de la donnée.
Donc souvent, dans une chaîne de données, on va capter l'information. Donc là, c'est PubSub qui va s'en occuper. Après, on va la stocker. Donc ça peut être dans du Bigtable, du BigQuery ou du storage. Puis à un moment donné, souvent, il y a une phase de transformation de cette information. Donc quand on veut transformer de l'information sur un flux, et que ce flux il est conséquent, plusieurs centaines de milliers d'informations par seconde, ben, il faut des infras un peu particulières. Dataflow, ça vous permet de faire ça, en fait, justement, de transformer l'information pour après aller l'écrire. Donc la démo que je vous ferai à la fin, elle mettra en œuvre PubSub, Dataflow et BigQuery. Et l'idée, c'est d'arriver à faire passer sur le bus, enfin sur cette chaîne de traitement, 100 000 informations par seconde. Voilà, de toute façon je vais en reparler après. Et puis le dernier né de la famille, c'est quelque chose qui s'appelle CloudML. Donc je le mets en périphérie parce qu'il n'est pas encore vraiment sorti, il est encore en phase bêta, mais c'est l'outil de machine learning de Google qui va permettre de faire du machine learning et de l'avoir comme un service en fait. Je vais vous parler maintenant de cas clients, des vraies choses qu'on a eu à réaliser. Donc premier sujet, actuellement on a pour un client, donc c'est des très gros sites web, c'est plutôt une famille de sites web qui génèrent énormément de logs, de vues. En fait, c'est 40 millions de visites par jour. On commence à être sur des gros médias. Hein. Et donc, on doit faire de l'analytics au-dessus de ces volumes d'informations. Donc là, on est plutôt dans un système de type batch. Ce qui les intéresse, c'est le lendemain de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on récupère les logs des différents systèmes qui ont été générés. On les monte par des systèmes de batch dans les bases et après on crée des outils de reporting autour de ça. Si on n'avait pas des infrastructures managées, on aurait été incapable de faire ce genre de projet. Et d'autant plus que ces clients-là, ils nous demandent de faire ça dans des temps records et avec des coûts très compressés. Là, on est bien content d'avoir ces infrastructures. On va un peu plus loin, c'est dans le domaine de l'environnement. Donc là, c'est à la fois on va dire que de manière... c'est pas un cas très compliqué du point de vue métier. C'est un autre client qui a un système dans lequel il y a de l'information. Et de temps en temps, dans ces 300 millions de lignes, il y a quelques lignes qui sont supprimées, qui sont modifiées ou qui sont ajoutées. Et il n'a pas de moyen pour l'instant, il n'avait pas de moyen de savoir qu'est-ce qui avait été touché. Parce que ce qui génère ces lignes, c'est du code propriétaire assez ancien, et puis du coup, il n'a plus trop de moyens de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que tous les jours, on monte ces 300 millions de lignes dans une base, et puis on est capable, par des manières très très simples, de faire un diff entre deux espaces de 300 millions de lignes. Pareil, ça a été un système qu'on a monté en quelques jours, et qui, pour lui, créait une énorme valeur métier. À nouveau, sans avoir ces systèmes complètement managés, on n'était pas capable de faire ça. Là, ce dont je vous parlais, c'était des systèmes de type batch. Donc on reçoit de l'information, ça peut être des très gros volumes ou des petits volumes. On fait des traitements et puis on les monte dans des bases. Là, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt, donc à nouveau, c'est des clients en France, on est plutôt dans de l'analyse temps réel. Donc là, c'est une société qui est une société de production. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, si vous êtes familiarisé avec le domaine de la pub sur Internet. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Les retailers commencent à pouvoir dire, actuellement sur mon site web, j'ai quelqu'un de tel profil qui va visualiser cette page-là. Et dans cette page-là, j'ai un encart et je fais une vente aux enchères sur cet encart. Donc, en gros, le retailer, il a qualifié la personne qui va bientôt visualiser une page. Il a un espace à vendre, d'accord ? Et donc il va s'adresser, il le met sur une place de marché. Les gens parient, et puis celui qui gagne va être capable de pousser sa publicité dans cet encart-là. Voilà. C'est le principe de ce qui est en train d'arriver actuellement. Pour pouvoir faire ça, si vous voulez jouer dans cet espace-là, vous allez recevoir énormément d'informations par seconde. On va vous dire très régulièrement, tiens, j'ai quelqu'un qui a tel profil, c'est un homme plutôt de type gamer, voilà, il arrive, qu'est-ce que tu as à lui proposer, je te vends un encart de telle taille, est-ce que tu as des choses à m'envoyer et combien tu l'achètes? Voilà, c'est à peu près ça qui se passe.
Ça se passe à la vitesse du web, hein, donc vous savez qu'une page, elle s'affiche très rapidement, et puis si la publicité arrive trop tard, quelque part, elle ne sera pas bien perçue, ou voire pas perçue du tout, donc il faut que ça aille très très vite. Donc on nous a demandé de monter un système qui était capable d'encaisser 5000 événements par seconde pour traiter ce genre de choses. Autre cas, c'est pareil, on est toujours dans le domaine du média. Donc actuellement, les sociétés de médias sont très friandes de ces infrastructures de type streaming. On va traiter de l'information en temps réel. Là, c'est une chaîne en fait où, en gros, on a un player vidéo. Et ce player vidéo, quand vous regardez une vidéo sur Internet, vous vous faire arrêter, redémarrer, partir. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous êtes capable de faire. Ce que font les acteurs de ces systèmes, c'est que chaque fois que vous manipulez le player, ou chaque fois qu'il y a une information à collecter, ils vont la collecter. Alors bien sûr, ils ne vont pas collecter en permanence toute l'information, ils vont la bufferiser, puis régulièrement, ils vont l'envoyer, en fait. Voilà, donc ça, ce système fait là. Donc là, on a des pics à 30 000 événements par seconde, et c'est pareil, il faut être capable d'encaisser, parce que derrière, eux, ça va intéresser des systèmes de facturation. Plus une vidéo est vue, et plus il y a des gens qui vont gagner de l'argent, il ne faut pas rater des événements. Puis en fonction que la vidéo n'est pas vue en entier, etc., il y aura différents argents qui vont être redistribués. Donc là, on est sur des chaînes à 30 000 événements par seconde. Dans le domaine de l'automobile, on entend beaucoup parler de Tesla, qui s'intéresse à la voiture connectée. Ce n'est pas les seuls acteurs. Donc là, on a travaillé sur un système où on devait collecter jusqu'à 100 000 événements par seconde. Toujours pareil, on est sur des chaînes. Là, on est plutôt dans le futur. On est en train d'imaginer qu'est-ce que va être la voiture connectée et donc commencer à faire des POC autour de ces systèmes-là. Dans le domaine de l'énergie, toujours. Donc là, on est sur un quartier connecté. Il y a des capteurs dans des bâtiments. Et l'idée, ces capteurs envoient de la température, des indications sur la luminosité, etc., à des flux très importants. Et donc, on devait construire un système qui encaisse 100 000 événements par seconde. Et puis, sans doute, c'est le sujet sur lequel j'ai travaillé qui a eu le plus gros débit, c'est dans le domaine de la publicité, à nouveau. Et là, on m'a demandé de monter un système qui était capable d'encaisser 180 000 événements par seconde. Ça, c'est ce que l'acteur en fait, doit traiter actuellement, sachant que la solution qu'on devait proposer, eux, ils prévoient de croître dans les années à venir, et donc il fallait amener une solution qui était capable d'encaisser beaucoup plus d'informations par seconde, d'événements par seconde. Donc tout ça, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des choses qui sont... c'est du présent, hein, c'est pas du futur. Il y a des choses qui sont déjà en prod avec de tels volumes. Nous, Sphere, on est un petit acteur, comme vous l'avez vu, c'est 300 développeurs, on n'a pas de data center, et on est capable maintenant de rendre ces services-là. Si on n'avait pas les infra cloud à nos côtés pour nous aider, on ne serait pas capable de le faire. Je vais donc plus loin maintenant en disant, si je n'avais pas un acteur qui est capable de manager et nous a proposé des solutions managées autour de la gestion de la data, je pense qu'on ne serait pas capable de le faire à des coûts abordables pour nos clients. Parce que bien sûr, dans le domaine de la publicité, on achète une publicité, ce n'est pas très cher par rapport à tout ce qui se passe. Si votre infra, elle fonctionne, mais qu'elle n'est pas rentable du point de vue de l'événement que vous traitez, ça ne sert à rien de la monter en fait. Et là, on arrive à des coûts qui sont très bas et qui nous permettent de rentrer sur ces projets. Donc tout ça, ça nous amène sur un pattern. Ça, c'est le pattern dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'architecture lambda. Quand on traite la data, en gros, on va avoir deux canaux de traitement. Un canal qui va être plutôt de type batch, où là, ce qui va être important, c'est d'avoir de la précision dans le traitement de l'information. Et puis, on a un canal de type stream, où ce qui va être important, c'est plutôt d'avoir une indication sur ce qui est en train de se passer. Donc, je peux vous donner un exemple. Admettons, par exemple, vous êtes à nouveau dans le système de la pub. Ce qui vous intéresse, qui va intéresser, par exemple, un certain nombre de décideurs, c'est en temps réel combien il y a de cash qui tombent. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que toutes les minutes, ils soient capables de voir combien de gens ont cliqué ou ont vu telle publicité jusqu'au bout, etc. Donc là, ce sera une estimation. Pourquoi une estimation? Parce qu'au moment où on va faire les calculs, ce n'est pas garanti qu'on ait reçu tous les événements. Ça va être une des grosses problématiques de ces systèmes de stream, c'est qu'entre le moment où l'événement est envoyé et le moment où vous êtes capable de le traiter, il peut y avoir quelques millisecondes, mais quelques secondes, voire quelques minutes, voire quelques heures en fait. Vous n'êtes jamais à l'abri qu'à un moment donné, il y a un événement qui a été coincé quelque part et puis qu'il apparaisse au dernier moment. Typiquement, vous êtes en train de visualiser une vidéo,
À un moment où vous avez commencé la vidéo, vous étiez connecté, vous avez chargé la vidéo, puis finalement vous êtes arrivé dans un endroit où vous n'aviez plus de connexion, vous continuez à visualiser la vidéo, vous l'avez fini, et en fait cet événement, j'ai fini la vidéo, il n'a pas été envoyé. Peut-être qu'il sera envoyé 2 minutes plus tard, au bout de 2 minutes, vous envoyez l'événement. Pour le système de captation temps réel et de reporting temps réel, cet événement il a été entre guillemets perdu, c'est-à-dire que vous n'avez pas été capable dans la moyenne de l'inclure parce que de toute façon vous ne l'aviez pas au moment où vous calculiez votre moyenne. Par contre, au moment où vous devez faire la facturation, ces événements, vous ne devez pas les perdre. Et donc là, on va plutôt les stocker et lancer des systèmes de type batch qui vont être très précis dans leur calcul. Donc il y a bien ces 2 chaînes de traitement à monter. Donc jusqu'à maintenant, on avait un peu des chaînes de traitement pour le temps réel, des chaînes de traitement pour les aspects batch. Et il y a une technologie qui permet un peu de réconcilier ces 2 systèmes qui s'appelle Dataflow. Donc là, vous avez la chaîne un peu théorique que vous pouvez essayer de faire on-premise, que vous pouvez essayer de faire sur plein de cloud providers. Ça, c'est les produits qu'on peut utiliser dans l'écosystème Google. Donc il y en a pas mal. En gros, les fichiers, en général, on va les poser sur un Google Cloud Storage. Faire du processing, vous prenez soit du Dataflow en batch, soit du Dataproc. Et puis quand on est sur du stream, capter l'information, c'est de l'App Engine ou du PubSub. Et puis derrière, en traiter du streaming, ce sera du Dataflow. Donc ça, c'est un des points qui est important, c'est que Dataflow, c'est un produit qui vous permettra à la fois de faire du batch et du streaming. Après, il y a le stockage. Et puis après, pour la partie analyse restitution, il y a d'autres chaînes de produits. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous faire quelques zooms. Donc Cloud Storage, c'est un système de stockage type S3. C'est vraiment l'une des premières solutions de type serverless qui est arrivée. Où là, en gros, la seule chose qui nous préoccupe, c'est de déposer de la data quelque part, des fichiers, ce qu'on appelle plutôt que des fichiers, on appelle ça plutôt des objets. La raison, c'est que ce sont des choses qui sont immutables. C'est-à-dire quand on a déposé un objet sur ces systèmes-là, derrière, on n'a plus le droit de le modifier. S'il y a le 34e octet qui bouge, à ce moment-là, il faut réuploader cet objet-là. Ça se configure vraiment en quelques clics. En termes de volume, il n'y a pas de stockage. Je vous ai parlé d'un client qui avait plusieurs milliards d'images qui avaient été déposées sur ce système-là. La seule contrainte, ça c'est tout cloud provider rassemblé, tous savent faire ça. La seule contrainte, en gros, c'est la taille des fichiers, elle va avoir une limite. Sur l'infrastructure Google, c'est 5 Tera. Un objet ne doit pas dépasser 5 Tera, mais après, vous pouvez en déposer autant que vous voulez. Voilà, ça apporte plein d'avantages d'être sur ces systèmes-là. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. PubSub, donc j'en ai déjà parlé. Vous êtes capable de monter un PubSub chez vous. Il faut mettre en place un Kafka, choisir la taille de votre cluster, mettre un Zookeeper qui surveille tout ça. Voilà, c'est un projet, ça prend du temps. Vous pouvez même faire appel à des boîtes qui vont vous le faire. Et puis après, si vous avez envie de monter votre propre Kafka, je vais vous le faire là, en 1 minute. Donc juste pour finir sur ce slide, l'idée là, c'est quoi? C'est vous montez votre système, donc vous allez dans la console, et une fois que vous avez déclaré votre topic, vous êtes capable de publier jusqu'à 1 million de messages par seconde en fait. Donc on va aller faire ça pour le plaisir, c'est vraiment ultra simple. Donc je vais ici. Donc ça c'est la console qui me permet d'accéder à tous mes produits. Donc là par exemple je vais sur la partie PubSub. Quelqu'un me dit moi j'aimerais avoir un espace, un nouveau bus sur lequel je puisse publier de l'information. Donc on crée un topic, démo dev fest Nantes. Voilà, il est créé, c'est aussi simple que ça. Donc il est là, ça y est, je peux commencer à publier de l'information. Je peux monter jusqu'à 1 million d'événements par seconde. Si je veux m'inscrire ici, je vais ici. Et puis là, je dis, voilà, maintenant, moi, ça m'intéresse de souscrire à ce topic. Donc je peux bien sûr le faire de manière programmatique. Et puis là, je peux même dire, en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'il y a un événement qui arrive dans le bus, je vais le pousser automatiquement sur une URL, en fait. Donc vous mettez votre URL, c'est fait, en fait, qui est capable d'encaisser le système, en fait. Voilà, monter un bus pour faire du traitement asynchrone, accueillir de la donnée, c'est aussi simple que ça. Ça n'a rien de spectaculaire. On a fini de jouer avec. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est aller le détruire derrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un petit bug de refresh. J'ai fait back, j'aurais pas dû faire back. Il est là. J'ai fini avec mon bus, je le détruis, c'est fait. Voilà. Donc c'est vraiment ultra simple. Voilà,
monter ça, c'est vraiment très très simple. Là où monter un Kafka en interne, ça prend plusieurs semaines, j'ai envie de dire. BigQuery, donc ça c'est un produit extraordinaire. Ça se configure pareil en 1 minute. On va dire que la force de ce produit, c'est il y a 2 choses. C'est qu'on va être capable de faire des requêtes. Donc on requête BigQuery en SQL. On va pouvoir faire des requêtes sur des milliards de lignes. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que ce n'est pas le tout de récolter de l'information. Ce qu'il faut, c'est être aussi capable de l'écrire. Sur une table BigQuery, on est capable d'écrire jusqu'à 100 000 lignes par seconde. Ça vous donne un peu une idée. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, mais gardez ces chiffres en tête, c'est absolument impressionnant. Donc, je vais vous faire une petite démo BigQuery. On est en pleine élection. Donc, on peut aller jouer avec des datas de type politique. C'est ce que je vais aller faire là. Je vais juste vous faire une démo, donc ce sera vraiment ultra rapide parce que je n'ai pas trop de temps. On va aller là, Saved Query, Wikipédia Politics, Edit Query. Qu'est-ce que fait cette query? Donc je vais utiliser, donc ça c'est quelque chose qui est important dans le domaine du cloud. On va souvent décorer le côté je stocke de l'information du moteur qui me permet de requêter. Quand vous faites, en général dans une base de données classique, vous montez un cluster. Ce cluster, c'est à la fois de la CPU et du disque. Et c'est assez compliqué de décorréler l'endroit où vous avez stocké la donnée de la CPU qui va être capable de faire des requêtes. Dans le domaine du cloud, on a vraiment cassé ça. Donc vous avez l'espace où vous stockez l'information, d'accord? C'est un espace managé où vous allez stocker l'information. Et puis après, vous allez avoir d'autres systèmes qui vous permettent de requêter. C'est vraiment des pools de machines qui sont différents. Et l'intérêt là-dedans, c'est que quand quelqu'un a monté la donnée dans une base, dans un espace managé de data, il est capable de le partager avec les autres. Et du coup, moi, je vais utiliser un espace qui a été monté par quelqu'un, qui a rendu ces données publiques, et je vais exécuter avec mes propres serveurs que je vais lancer sur je vais instancier mes propres espaces BigQuery pour aller requêter un espace qui a été provisionné par quelqu'un d'autre. Première chose que je vais faire ici, donc c'est une jointure. C'est une jointure entre 2 tables. La première table, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, en fait, Wikidata, c'est un système dans lequel on stocke des métadonnées sur les entités qui sont stockées dans Wikipédia. Donc vous êtes capable de requêter Wikipédia pour retrouver, par exemple, quelles sont les capitales, quels sont les départements français, etc. Ce que fait cette requête-là, le select imbriqué, là, il va rechercher toutes les personnalités politiques françaises. D'accord? Donc j'ai à peu près 6 millions de lignes dans Wikidata, ici. Elles sont stockées sous la forme d'un JSON. Et ce que je vais faire là, je vais récupérer les personnes dont l'activité principale, c'est personnalités politiques, et puis qui sont françaises. C'est ça que ça fait, en fait. Très simple. Derrière, je fais une jointure avec les logs de Wikipédia. D'accord? Donc, en gros, Wikipédia, toutes les heures, publie ces fichiers de logs. Donc, c'est ce que je vais faire là. En gros, je vais faire une jointure avec des logs sur le mois de février. Et en fait, du coup, ça va me permettre de voir quelle est la personnalité politique française qui a eu le plus de trafic en février 2016 sur sa page Wikipédia. Donc, je lance la requête. On va brasser à peu près 6 millions d'entités dans la base de Wikidata. Et les logs Wikipédia sur février, c'est à peu près 5 milliards. Donc là, on va faire une jointure entre ces deux tables-là. Ça va prendre une trentaine de secondes. J'attends le résultat. Vous pouvez essayer de faire des paris. Quelle est la personnalité politique qui a eu le plus de trafic en février sur sa page? 28 secondes. C'est cette personne-là. Voilà. Hyper simple. On le voit, elle a eu à peu près 100 000 vues sur sa page, ce qui est beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas. On peut regarder ici le plan d'exécution. Donc c'est la même chose qu'on avait vu sur la page que le gars de Spotify montrait. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, ceux du fond ont peut-être un petit peu de mal. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a d'abord lu 6 millions de lignes. Là. Hop, je suis allé un peu trop. On a lu 6 millions de lignes, on a extrait 3600 personnalités politiques françaises. Derrière, on a fait notre jointure avec ces quasiment 5 milliards de lignes. On a récupéré 500 000 lignes de logs qui étaient liées à des personnalités politiques françaises. On a fait notre group by, notre order by, on en a récupéré 100. Voilà, tout ça 30 secondes. Ça va nous donner une idée un petit peu de la puissance de BigQuery, où là, on n'a plus à se préoccuper de « il faut que je fasse mes calculs sur mes axes du cube, etc. » J'y vais en temps réel et je fais mes calculs. Je vais continuer dans ma chaîne.
d'analyse. Donc Dataflow, j'en ai parlé, c'est le même principe. En fait, Dataflow, c'est la partie transform, c'est-à-dire que je récupère l'information dans un bus, je vais l'écrire dans un système, et souvent, entre les deux, il faut que je fasse un petit peu de manipulation sur ma data. Je dois manipuler un stream d'informations. Donc pour faire ça, il me faut du code qui soit un peu spécial. Par exemple, je dois faire une moyenne. Toutes les secondes, je vais calculer une moyenne sur les 10 valeurs précédentes. Donc voilà, il faut que j'ai un système un petit peu particulier pour faire ça. Dataflow, on peut monter sans trop de difficulté. Il faut simplement une bonne carte bleue, mais le million de messages par seconde, ça passe. Voilà, coder en Dataflow, ce n'est pas très compliqué. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a un pipe, et sur ce pipe, on va accrocher des bouts de code qui vont faire du traitement. Donc voilà, là, c'est un exemple. Je vais lire dans PubSub. Donc je m'abonne à un topic. J'ai créé un topic tout à l'heure. Et ce que je fais, c'est que je m'abonne dessus. J'exécute un petit peu des transformations. Et puis à la fin, je vais écrire. Vraiment ultra simple. Là, j'ai un système de type passe-plat. Par exemple, je peux faire de la détection de fraude ou des choses comme ça dans la partie traitement. Voir si, je sais pas, les montants sont corrects, je laisse passer les messages, etc. Vraiment, ça se code en Java. Actuellement, Dataflow, on va bientôt pouvoir coder aussi en Python. Et Dataflow, c'est la version managée d'un projet. Google a sorti toute la partie déclaration. Toutes ces API, là, maintenant, elles sont open sourcées dans un projet qui s'appelle Apache Beam. Donc, il y a des gens qui codent de nouveaux runners en dessous d'Apache Beam, en fait. Et donc, vous pouvez faire du code soit qui va s'exécuter sur Dataflow, soit sur d'autres runners, en fait. Data Studio, c'est un peu la solution BI qui est en train d'arriver dans l'écosystème Google. Là, l'idée, c'est que vous avez fait un rapport, vous êtes super fiers, vous le diffusez, et potentiellement, vous avez 1 million de personnes qui viennent voir ce rapport. Il faut scaler. L'idée de Data Studio, c'est que vous allez payer au rapport, et que quel que soit le nombre de personnes qui viennent voir votre rapport, en fait, ce sera gratuit. Voilà, ça c'est simple, on a besoin de ça de temps en temps. Travaux pratiques. Première chose que je vais vous montrer, c'est ça. Donc c'est un petit système. Ça, je voulais aussi vous le montrer pour vous donner un peu une idée des chiffres, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai codé en 2 fois 2 heures. Qu'est-ce que ça fait? En gros, ça va récupérer des logs Wikipédia, ça va les analyser, ces logs, toutes les heures. En fait, donc j'ai un cron qui tourne sur une petite machine que j'ai sur Compute, qui va récupérer les logs Wikipédia par un curl. Je fais un curl sur les fichiers, je les récupère, je les filtre par du grep, du awk, un certain nombre de choses comme ça. Puis après, derrière, je les monte dans BigQuery et j'affiche les résultats. Donc en gros, c'est cette chaîne-là, on est sur du batch. Je fais par du compute, je récupère dans Wikipédia un fichier que je transforme ici. Je le fais toujours sur du compute, je le pose sur du storage, après je le monte dans du BigQuery, après je fais de l'analyse et que je visualise dans Data Studio. Et donc pour vous montrer ce que ça fait, je pense que c'est là, c'est pas ça. Je ne l'ai pas monté, mais du coup je vais le Data Studio, ça doit être ça. On va voir. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un système qui, toutes les heures, va chercher le trafic des pages web des personnalités politiques françaises. Donc j'en ai ciblé quelques-unes. Je n'ai pas de préférence politique, je tiens à préciser. Il y a un peu de gauche, un peu de je ne sais pas où, un peu de droite, un peu d'exotique, on va dire. Peu importe, ce n'était pas l'objectif. Voilà. Et l'idée, c'est ça. Donc monter ce système-là, ça m'a pris 2 fois 2 heures. En fait. C'est en prod, ça marche, ça tourne. Et voilà, là, vous pouvez aller voir ce qui se passe. Donc là, en gros, les pics, ici, vous voyez, ça, c'est sûrement les débats primaires. Là. Donc là, pour le dernier débat de la primaire, Juppé, il a fait 28 000. C'était je sais pas que c'était le 13, c'est ça? Et là, Sarko, il a fait 10 000. Et puis le 13, lui, il a fait 23 000. Enfin voilà, ça vous donne un peu une idée du trafic sur les différentes pages Wikipédia des différents acteurs. Donc là, on a une chaîne, 4 heures pour monter ça, c'est en prod. Là, on est sur des trucs amusants, enfin, c'est là, mais maintenant, un client me dit, moi, je te diffuse de l'information, il faut la monter et faire de l'analyse. Ce n'est pas des coûts extraordinaires. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était un système qui est ici. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la dernière démo. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un système qui va être basé sur du PubSub. Donc, je vais monter un bus PubSub. Dans ce bus, je vais plugger un Dataflow qui va écrire de l'information dans BigQuery. Et puis, j'ai un report Data Studio qui va m'afficher le nombre d'événements que j'ai déjà récoltés dans ma base. Pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai un injecteur.
parce que ce n'est pas le tout de dire j'ai monté une chaîne qui fait 100 000 événements par seconde. Ce qui va être important, c'est de générer ces événements. Donc là, je vais lancer un cluster de machines qui va générer derrière 100 000 événements par seconde. Donc je vais préparer ma démo, parce que si je ne la prépare pas bien, ça ne marche pas bien. Je pense que je suis ici, c'est là que je vais aller. Donc là, en gros, on est dans l'IHM BigQuery qui est en train d'être faite, elle n'est pas super belle. Je vais écrire dans cette table, donc ce que je fais, c'est que je la détruis, ici, et là, je vais lancer mon cluster. Donc là, ça lance mon cluster, mon infrastructure Dataflow. Ce que je lui ai dit ici, c'est que je veux 40 workers. Donc ça va me lancer, en gros, un espace dans lequel je vais avoir 40 machines qui vont être capables de lire de l'information. Donc c'est ce que je fais là. Ici, donc là, je lance mon cluster qui va récupérer l'information. Ça prend un petit peu de temps, hein. Donc pendant ce temps-là, je vais aller vous montrer autre chose. On va aller, donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'uploader sur Cloud Storage la configuration de Dataflow. Donc c'est ce qu'on fait en général, configurer des machines sur le cloud. Un des patterns qui est en train d'arriver, c'est de stocker les fichiers de configuration sur des object storage, donc Cloud Storage ou S3. Et puis après, du coup, chacune des machines est capable d'aller chercher ces configurations en parallèle. C'est assez simple à faire. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a uploadé, je ne sais pas où, les différents fichiers. Et puis là, maintenant, il est en train de démarrer le cluster. Donc on va aller voir Dataflow. Ici, donc ça, c'est l'IHM Dataflow. Donc les jobs sont en train de démarrer. Donc j'ai un job de type streaming, c'est lui qui va accueillir tout le trafic. Et puis j'ai un petit job de type batch que je lance en même temps. Ce job, il me publie déjà quelques événements, ça me permet de savoir quand est-ce que le système est démarré. Donc là, c'est ici. Donc là, ça, c'est la chaîne de traitement que je vous ai montrée. Elle est en train de démarrer. Pour l'instant, il n'y a aucun événement qui sont là. Ce que je vais faire pendant que c'est en train de démarrer, c'est aller démarrer mes injecteurs. Je ne vais pas les démarrer tout de suite, je vais attendre que la chaîne, et puis je vais sortir aussi le système de reporting. Ici, Dynamo Dataflow. Voilà, donc ça c'est mon report qui est connecté à BigQuery. C'est ma dernière démo, j'avais monté 41 millions d'événements. On va voir si on est capable de faire mieux. Voilà, et ce que je vous disais, c'est ça. Donc pour monter mon cluster d'injecteurs, ce que j'ai fait, en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, j'ai codé une petite machine. Et cette machine, bon, j'ai un programme Go dessus, en fait, et quand la machine démarre, ce que fait ce programme Go, c'est qu'il me lance 200 goroutines qui envoient chacune 10 000 requêtes sur PubSub. Donc une machine, elle démarre, elle fait ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en lancer 40 d'un seul coup, qui vont faire ça. Donc pour faire ça, en fait, on est capable de créer un instance group. Donc j'ai décrit ma machine qui fait ça. Ce que je vais faire là, c'est que je vais créer une instance, ici, une instance group, que je vais appeler injecteur. Ici, je vais lui dire que c'est du multizone. On va aller, alors je crois que mon cluster, je vais checker ça. Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas que je m'amuse à tout lancer dans la même zone. Mais je vais aller checker sur quelle zone j'ai lancé mon cluster. Excusez-moi. Quick Demo Cloud. Ici, je vais là-dessus. Donc là, je dois avoir pas mal de machines qui sont là. J'ai démarré ça sur la région centrale. Donc je vais me lancer mes systèmes ici. Je vais les envoyer sur US Est, par exemple. Je choisis mon template d'injecteur qui est ici. Et là, ce que je vais lui dire, c'est que je ne veux pas une machine, mais j'en veux 40. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais démarrer 40 machines qui vont commencer à bombarder mon système, en fait. Je vais aller regarder du côté de Dataflow, ici. Donc si je vais sur Dataflow, mon job de batch est terminé. Donc normalement, si je vais dans BigQuery ici, et que je fais reload, la table data a été créée. Cette table data, elle est là. Et si je fais une petite query là-dessus, si je fais un petit count étoile sur cette table, ici, je dois avoir à peu près 3000 data qui ont été injectées. C'était mon petit batch qui était là pour vérifier que ça marche. Ouais, c'est un peu long. 3000 data. Si je vais dans mon report et que je fais refresh, maintenant j'ai 3000 données. Voilà.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer mon cluster, ici. Donc là, je suis en train de monter 40 machines, et quand elles vont démarrer, elles vont commencer à bombarder mon système. Et ce que je peux faire en attendant, c'est retourner sur la partie Dataflow, ici. Donc là, je vais envoyer ça dans PubSub. Mon job Dataflow, il va lire dans l'endroit que je publie. C'est ici. Et puis là, quand la donnée va commencer à arriver, quand les machines vont commencer à démarrer, régulièrement, ici, on va voir petit à petit des événements qui vont arriver. Au lieu d'avoir marqué running, on va voir le nombre d'événements par seconde qui est traité. J'espère que ça va bientôt démarrer. Je vais regarder ça. Là, il n'est pas encore démarré, mon cluster. C'est toujours un petit peu stressant. Je vais voir les instances, voir s'il y en a qui démarrent. Bon, il y en a qui démarrent. Ça devrait commencer à injecter. J'ai commencé à avoir des machines qui injectent. Voilà, donc là, on commence à recevoir des événements. Donc on a 250 événements par seconde. 300 bientôt. Allez, pousse un peu. 2000, ça commence à causer. 5000, ça commence à être pas mal. Donc là, si je vais faire des requêtes dans BigQuery, je vais commencer à voir mon nombre d'événements qui est stocké qui commence à croître. J'en avais 3800. Là, maintenant, j'en ai déjà 274 000. Si je vais dans mon report, c'est pareil, ça continue à croître. Ici, on est déjà à 24 000 événements par seconde. Commence à faire. 34 000. Vous pensez qu'on va arriver à 100 000 ? Je ne sais pas si j'ai lancé assez de workers. 40 000, c'est pas mal. On est déjà bien là. Hein. Je pense que mon temps est écoulé. Je ne sais pas ce que j'avais encore envie de vous dire. J'avais juste envie de vous dire ça. La data, c'est maintenant. Merci beaucoup. Voilà. 67 000. Bon, on est pas mal là. Donc après, quand vous lancez ça, il y a une chose qui est hyper importante. C'est quoi ? Il faut éteindre. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai le temps de prendre une question. Une question, peut-être ou pas. Enfin, ouais. Ouais. En fait, donc Dataflow, tu le payes. Dis-toi que tu le payes à la machine. Donc, tu mets ton nombre de machines est lié au volume d'informations que tu dois traiter. 100 000, dis-toi, c'est 40 machines. Ces machines, c'est des machines à 25 $ par mois. Donc, ça te donne un peu une idée. Là, en quelques minutes, j'ai monté un système. Bon, ça coûte de l'argent, mais par rapport à monter un bus Kafka qui fait la même chose, je pense que le client il sera largement... voilà. Après, ce qui peut coûter cher, c'est toute la partie PubSub. Ce n'est pas gratuit de publier dans un système comme ça. Hein. Donc ça peut coûter un peu d'argent. Tous les prix sont vraiment indiqués sur... Il n'y a pas de surprise, en fait. Hein. Donc PubSub, ça se mesure en nombre d'événements par seconde qui transitent. Dataflow, c'est un nombre de machines. BigQuery, tout ce qui est batch, c'est gratuit. Monter des batchs, c'est gratuit. Le stockage, ça coûte 2 centimes le giga par mois sur BigQuery. Quand tu mets pas, enfin, il y a plein de systèmes, ça peut descendre, dans certains cas, à 1 centime le giga par mois, donc c'est vraiment pas cher BigQuery. Dans BigQuery, ce que tu vas payer, par contre, c'est pas le fait de charger des fichiers, c'est le streaming. Donc c'est pareil, c'est un nombre de lignes que tu payes, combien de lignes tu as insérées en streaming, donc c'est ça que tu vas payer. Tout ça, c'est assez public, donc le fait de coter, ça se fait assez simplement, en fait, il n'y a pas trop de surprises. En gros, entre le service nécessaire pour monter des infrastructures en s'appuyant sur des produits open source ou dire c'est fait, et puis maintenant on va commencer à exploiter. Enfin, nous, dans toutes les ventes qu'on fait, on n'a pas tellement de soucis de coût, en fait. Voilà. C'est plus la question, c'est après, c'est finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ouais, c'est que, on leur dit, voilà, c'est fait. C'est là. Maintenant, la data, vous en faites quoi ? Ouais, c'est un peu ça qui est la vraie question. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence.